veux que tu trouves la paix. Une bonne mort n'arrive qu'après une bonne vie. Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu. Très content d'enfin avoir le droit de vous parler du nouveau volet de la saga John Wick qui éclaboussera de sang et de molaire les écrans des multiplexes français ce mercredi 22 mars. Un nouvel opus qui a un peu été conçu comme un gigantesque réservoir à fantasmes pour les amateurs de cinéma d'action. Le truc dure plus de 2h40, ça castagne à Paris, ça castagne à Berlin ou à Osaka. Ça a demandé une préparation gargantuesque, mais on va y revenir. Et surtout, le film réunit ce bon vieux Keanu Reeves, le roi de la série B vénère Scott Adkins, et l'un des plus grands talents martiaux en activité. J'ai nommé évidemment Donnie Yen. Oh, vous voulez le tuer? C'est ce que je veux moi aussi. Qu'en est-il de vous, monsieur Vic? L'attente était donc énorme et le résultat est pour moi globalement à la hauteur avec quelques méga séquences d'action qui pourraient bien vous latter la tronche, notamment toute la partie à Paris, largement mise en avant par la bande-annonce. À condition bien sûr que vous soyez réceptif au cinéma 100% action, ce qui n'est évidemment pas le cas de tout le monde. Pour une critique plus enthousiaste encore, et je n'en doute pas de très bonne qualité, je vous invite à lire celle de Déborah sur le site. Désolée, je coupe quelques minutes la parole à mon collègue, mais c'est pour la bonne cause. J'interviens pour vous parler un peu d'une autre sortie cinéma, celle d'un film que, personnellement, j'adore et dont nous sommes partenaires. Il s'agit de The Eternal Daughter, un film de la réalisatrice britannique Joanna Hogg, qui avait déjà conquis la critique avec The Souvenir partie 1 et 2. Dans ce nouveau film, qui lui aussi aborde très largement la question du souvenir, il est cette fois-ci question de deuil et de fantastique, ou en tout cas d'hommage très marqué au fantastique. The Eternal Daughter, c'est l'histoire de Julie, une réalisatrice de films qui emmène sa mère Rosalind passer des vacances dans un mystérieux hôtel isolé dans la brume. Cet hôtel, c'était l'ancienne maison de famille de Rosalind quand elle était plus jeune, et Julie va essayer de reconstituer ce qu'a pu être la vie de sa mère à travers les souvenirs de celle-ci. Petite particularité, les deux femmes sont interprétées toutes les deux par Tilda Swinton, qui arbore tour à tour son vrai visage et celui plus vieilli de la mère de son personnage. Le film adopte une esthétique qui rappelle complètement les couvertures de romans gothiques des années 70, avec ses ambiances très sombres, émaillées de pans de couleurs vives, le tout filmé avec un grain particulier à l'image qui donne presque l'impression qu'elle est faite de papier. Avec des références très appuyées à Rebecca et à d'autres romans de Daphné du Maurier, Joanna Hogg parle de fantômes, ces fantômes bien réels de nos vies, qui sont les souvenirs encore présents de nos proches disparus. Un hommage à la littérature gothique anglaise et une projection de Joanna Hogg elle-même à travers le personnage de Julie, réalisatrice, qui puise l'inspiration chez ces mêmes fantômes. Par son ambiance hypnotique, ses images effrayantes et ses touches d'humour, vous serez conquis par le spectral The Eternal Daughter, véritable bijou de cinéma d'auteur fantastique. Et maintenant, je redonne la parole à Mathieu. Pour ma part, je trouve que le film se prend un peu quand même les pieds dans sa mythologie, le truc autour des assassins et compagnie, mythologie qui alourdissait aussi un tout petit peu la deuxième partie du troisième volet. Ils essayent comme ils peuvent d'éliminer les raccourcis narratifs délirants du 3, pour créer d'autres raccourcis narratifs délirants, et ça repart dans des histoires de règles transgressées, de grandes tables et de recours quasi mystiques, notamment via le personnage joué par Bill Skarsgård, pas le meilleur méchant pour le moment. Alors vous allez me dire, on s'en fout, c'est juste un prétexte pour la baston. Sauf que c'est pas tant que ça un prétexte, parce que le scénario s'attarde beaucoup sur tout le protocole et les discussions entre les personnages, et je trouve, et là encore Déborah va me contredire dans son texte, que ça bride un peu l'inventivité de la saga. Toutes ces règles avec lesquelles le film se débat tout le temps l'empêchent de se détacher des deux précédents volets. Du coup, même les bastons reprennent certaines idées du 3, comme les genres de bonhomme bibendum là, de trucs de jeux vidéo, les chiens, etc. Là encore, vous allez me dire, tu pinailles. Et ben vous aurez raison, on pinaille. Parce que même si le film a des défauts, ça reste un truc assez dingue qui aurait été une pure anomalie il y a quelques années. Ouais, si on est aussi exigeant aujourd'hui avec cette franchise, c'est parce qu'elle a mine de rien changé pas mal de choses à Hollywood et qu'elle n'est plus la seule dans sa catégorie. Les sous-John Wick et les post-John Wick se multiplient, d'Atomic Blonde, réalisé par l'un des metteurs en scène du premier John Wick, à Nobody, scénarisé par l'auteur du script du premier John Wick. La saga John Wick a marqué une large partie de ses spectateurs, ainsi que sa propre industrie. Et c'est bien le sujet qui m'intéresse le plus ici, puisqu'au moment où sort ce quatrième volet, cet impact est vraiment mesurable. Et ça mérite de s'interroger. Qu'est-ce qui rend ces 4 longs métrages aussi particuliers? Partons donc du début, et de John Wick, premier du nom.
En apparence, avec son pitch absurde et minimaliste, c'est l'histoire du chien, etc., vous connaissez, et avec ce budget estimé à 20 millions de dollars, c'est juste une série B bien foutue. Et pour beaucoup, le film du comeback pour Keanu Reeves, qui était alors bien moins populaire que lors de ses grandes heures. Sauf que sa singularité vient de ses metteurs en scène. Un choix qu'on doit à Keanu Reeves justement, parce que c'est lui qui a recommandé le duo Chad Stahelski et David Leitch, qu'il connaissait bien. En effet, les deux étaient des cascadeurs, alors à la tête d'une société spécialisée dans ce domaine, 8711. Il les voulait donc pour la conception des empoignades, mais il espérait qu'ils s'emparent de la réalisation, ce qu'ils ont fini par faire. Stahelski en particulier connaît très bien Reeves, puisqu'il était la doublure de Neo dans le premier Matrix et coordinateur de l'action dans les suites. Leur collaboration a été fructueuse car il a aussi chorégraphié les bastons de Man of Tai Chi, le film d'arts martiaux réalisé par Reeves. C'est donc là que le miracle a opéré. Alors bon, c'est pas les seuls cascadeurs à être passés derrière la caméra. Récemment, on peut citer Avengement et Undisputed 3, tous deux avec Scott Adkins. Mais dans cette configuration, c'est quand même assez rare. À l'époque, beaucoup de films d'action abusaient de certains codes visuels popularisés par Michael Bay, Paul Greengrass et compagnie. Je parle d'un montage hyper rapide, d'un rythme épileptique et surtout de cette shaky cam, la caméra portée en gros, ce qui était un choix stylistique et parfois, pas toujours, je pense à Kingsman par exemple qui est à peu près de cette période, c'est parfois devenu une solution de facilité. Et ce petit revenge movie canin proposait une autre approche, fluidifier un peu la mise en scène de la baston. Est-ce que c'était révolutionnaire? Non, mais c'était pas le but. Est-ce que proposer un contre-pied aux lubies du moment était vraiment l'objectif premier des cinéastes? Pour en avoir le cœur net, je suis allé demander directement à Chad Stahelski. I don't think it was made in response, but that was definitely a thought. Look, it's choice, right? I don't think when I saw the first two Bourne movies with Paul Greengrass and Doug Liman, then Paul Greengrass, I loved them. I thought the shaky cam there was very, very good. They were using it for a different mentality. I think, unfortunately, after that, many other films use shaky cam not because it was cool or because it helped, but because they didn't spend the money or time to prep. And as a personal director, Keanu and I we liked old 70s movies. I like dance films. I like to see the motion. But the problem with that is you have to spend a lot of time in rehearsals and prepping your cast. Like, you can't hide. When you do wide shots and long shots, the stunt teams have to be on longer. The set pieces the cameramen have to be better. Everyone's just got to be better and more rehearsed. And that takes time and it takes money. So you have to be, if you're willing to do that, you can get away with you can do more options. Car vous le savez, John Wick 1 a plutôt bien marché, et c'est ensuite ce monsieur, clairement passionné par ailleurs, qui a repris la saga, et qui l'a poussé un tout petit peu plus loin à chaque fois. Et ouais, la préparation c'est super intense pour les comédiens, pour le cinéaste, et bien entendu pour des dizaines et des dizaines de cascadeurs. Et d'ailleurs, quand vous irez voir John Wick 4 en salle, je vous invite à rester pendant le générique. D'abord parce que c'est passionnant, les génériques de films, on apprend plein de trucs. Et ensuite parce qu'il y a une scène post-générique. Et enfin pour se rendre compte du nombre de personnes qui bossent sur les cascades. C'est impressionnant. C'est un métier qu'on met trop peu à l'honneur et sur lesquels les John Wick, notamment grâce au réalisateur, reposent énormément. Pendant l'interview, on a discuté notamment d'une scène vers la fin mais qui est complètement dingue, une cascade faite en 2 prises par un cascadeur français du nom de Vincent Bouillon. Alors je peux pas montrer notre discussion à ce sujet, histoire de pas spoiler, mais Monsieur Bouillon, respect et bon rétablissement à votre dos, j'ai eu très mal pour vous. Quand j'ai demandé à Chad Stahelski s'il pense qu'il travaille différemment que les metteurs en scène classiques, donc pas cascadeurs, il m'a aussi parlé de préparation. Well, from what having worked, I was very lucky as a second unit director to work with a lot of different directors. And I think I've seen everybody I've worked with does everything different. So as far as prepping action, yeah, I think we're very unique on how we do that. We spend all our time and money in prep, rehearsals and scouting, whereas I don't think most directors spend as much time as we do there. So I think we're almost twice as much. Yeah, how long was the prep for? I prepped John Wick for. I know it was during COVID, but even with the writing, it was almost 2 years of prep. Year and a half. Of really prepping and rehearsing and studying, and then when we start rehearsals, that's almost, with the stunt team, it's almost 6 months before we shoot. It's a lot of time. Et c'est peut-être con à dire, mais tout miser sur l'action, c'est ce qui fait les bons films d'action. Beaucoup de blockbusters hollywoodiens sont d'abord pensés avec un scénario, logiquement, des concepts artistes et de la prévisualisation,
Donc grosso modo des sortes de storyboards animés pour les grosses séquences. Et les scènes d'action, eh ben c'est parfois des trous dans le script qu'il faut remplir. Et parfois assez tard d'ailleurs dans le processus. D'autres franchises, au contraire, pensent parfois les scènes d'action en amont. Le scénario vient ensuite relier tout ça. On dit parfois ça des films Mission Impossible, par exemple, qui en vrai sont souvent articulés autour de gros set pieces comme on dit. C'est une approche que j'adore, hein. Personnellement j'adore Mission Impossible, et j'aime les productions qui repoussent les limites d'abord, puis tentent d'articuler la narration après. Alors comment on écrit un film John Wick? Eh ben c'est un mélange d'un peu tout. What in the John Wick process, I usually take a lot of time to write out sequences or write out ideas, more story form, and then I have some great people, obviously Derek Kolstad, Mike Finch, Shay Hatton, and my creative partner Alex Young, that we all get together, and Keanu as well, that gets, and we'll do different stages. A lot of writers will just write a script and then we'll fix it. We do story, action, set pieces, dialogue, all different times. So we have a lot of people always working on it. Okay, so the action sometimes come first before Sometimes the story. first, sometimes second. Like the idea for Arc de Triomphe has always been in my head. So that was one of the first things we wrote. But like Sacré-Cœur was one of the last things because I hadn't scouted Paris yet. When we scouted Paris, I saw Sacré-Cœur and went, okay, we're gonna write the sequence like that. So it happens at all different times. Bon, allez-y, lâchez-vous sur les moqueries de mon accent anglais dans les commentaires, hein. Je suis prêt, hein, c'est pas facile dans ces conditions. Autre question, la conception de ces salades de phalanges, est-ce que ça commence avec un concept, une idée, un endroit? Eh bah, également un peu tout ça à la fois, apparemment. Ouais, je lui ai posé la question, mais pour changer, il a pris un exemple qui spoil, l'une des meilleures scènes du film, donc on va rien révéler. Après ça, ce sont les chorégraphes qui interviennent, donc les gens qui chorégraphient les différentes bastons. C'est comme de la danse, hein, concrètement. D'ailleurs, Monsieur Stahelski adore les films de danse, et ça se voit, d'autant que le style tout en plan séquence nous donne à voir chacun des mouvements des cascadeurs. Sur les John Wick, ils sont plusieurs, ces chorégraphes. Our choreographers always come from our own team. At least the main choreographer will always come from my team. And then, again, no one can know everything. So my choreographers know how I like to shoot. They know Keanu, so we start with them. And then it's a good question. We spend a lot of time when we're not on movies watching other movies, seeing who we like. That's how we found our choreographers from Japan. We were a big fan of the Kenshin series. And we contacted them, we wanted to use them. I'm very different as a choreographer. I don't think you should have one choreographer. I think you should have many different styles and many different characters that all come together, or many choreographers that come together. So we had a French team, we had a French choreographer, we had a Japanese choreographer, we had a Chinese choreographer, we had our American choreographers, and they all work together with ideas. And as long as you can manage that and be open-minded, it's a very, I think, efficient and successful way to do it. Enfin, dernière étape, le montage. Et ouais, c'est hyper important puisque la force d'un coup ou sa lisibilité dépendent de la manière dont il est monté. Rappelez-vous cette séquence ahurissante avec les couteaux dans le 3, l'insert millimétré qui vient souligner la violence de ce coup. Du grand art qui demande beaucoup de temps et d'attention. I'm in the editing bay almost every day. I had Nathan Orloff was my main editor. Yeah. Steve Marioni, fantastic editor from Hollywood, came in to work with us for many, many months. Nick, Ali, all my assistant editors. I have a great editorial team, and I also have my own system that I edit on, and I'll play with the action, I'll do the scenes. I love editing. I think it's one of the funnest parts of post is to try to figure out the puzzle of the film. But I treat editing almost like I do my choreography. I come up with the main ideas and the style, but my editors are working out the pieces, and there's nothing better than having 2 or 3 people work on the same scene, and then you all get together and watch it, and everybody's got a great idea, and you try to make the best version of it. Yeah, do you sometimes have to cut during long shots, or...? Yeah, we like, look, in my head, I'm a director guy. No, never cut my act. But like, I've had good teachers that you should try everything. Alors si vous avez vu le film, enfin John Wick 4, vous voyez ce plan séquence qui m'a beaucoup fait penser à Hotline Miami, mais qui est apparemment surtout inspiré de The Hong Kong Massacre. Il aurait connu une 30aine de versions avant celle que vous avez vue dans la salle de montage. Encore une fois, rien de révolutionnaire, mais une attention à la construction de l'action qui fait plaisir et qui a évolué au fur et à mesure de la production des films.
because just like fashion or music styles and what's cool changes. Just like in fight scenes, you know, 20 years ago, no one knew what jiu-jitsu was. Now everybody knows jiu-jitsu. You know, so when we came up with, you know, close quarter combat of combining Aikido, Aikijitsu, Jiu-Jitsu with gunplay, that was considered kind of a new idea. Now, you know, 10 years later, everybody's kind of trying it, so we have to stay ahead of it and keep researching it. So, you know, it's that constant state of trying to do a little bit more interesting things. With cars, for example. With cars, with dogs, with horses, whatever we can. La singularité de la franchise John Wick, c'est donc un mix d'un peu tout ça. Un cascadeur qui a une carrière longue comme le bras à la mise en scène, une action qui passe toujours au premier plan, une mise en scène ample, des bastons préparés largement en amont, un classement R, permis par le statut un peu B du premier, une post-production tout en finesse, mais aussi bien sûr le succès des différents volets qui ont permis à la saga de gagner en budget et logiquement en ambition. Cette approche a indéniablement plu au grand public au point de changer des choses et de faire de ces plans longs et de ces chorégraphies ultra lisibles des modèles pour toute une branche de l'industrie. Alors j'ai évoqué Atomic Blonde et Nobody, mais je pourrais parler de Kate ou de Bloody Milkshake, qui sont des héritiers du style John Wick. Bon, quand je lui en ai parlé, Stahelski est resté humble. It's very flattering, and it's a little, I don't know, it's a little embarrassing. Look, if that helps, look how many people influence me. So I guess it comes full circle if, you know, I'm sure Sergio Leone, when he was making the movies, didn't think he was going to inspire, you know, 50 years of filmmakers, you know, hopefully many more. But like, you know, you do the job, you do the movie, you try to do the best you can, and you see what happens. Plus largement, j'ai l'impression que les codes démocratisés par la saga peuvent se retrouver dans des films qui n'ont rien à voir. La deuxième partie de Prey, par exemple, comporte des bastons qui n'auraient peut-être pas cette gueule sans elle. Et comme il dit, c'est un juste retour de bâton. Les Corées de John Wick piochent leurs influences partout, de John Woo bien sûr, à Sergio Leone et bien d'autres. Et surtout, elles mélangent différentes approches des arts martiaux. Pour moi, c'est ça la plus grande force des John Wick, c'est d'avoir imposé de nouvelles influences, asiatiques mais pas que, dans le paysage hollywoodien, auprès du public. Soit exactement l'ambition des Wachowski et de Stahelski lui-même avec Matrix, qui a envoyé dans la tronche du public occidental la puissance d'un cinéma HK qui ne soupçonnait même pas. Yeah, no, to bring that out, to reintroduce things, it's good. Like look what Tarantino did with Kill Bill. Yeah. You know, it kind of woke people back up. Like, oh my God, everybody loved Kill Bill so much. You know, you start digging and you realize, okay, he's Gordon Liu and all these great people that he's waking you back up to. You know, we're trying to do the same thing of, you know, hopefully people go back and watch Zatoichi. They'll go back and watch Donnie Yen's and Jackie Chan's and Sammo Hung's earlier movies. Hopefully they'll be introduced to Scott Adkins and Marco Zaror if you don't know who those people are. Like we use Mark Dacascos in number 3, like Gary Daniels in number 2, all these great, you know, martial art action stars that maybe mainstream doesn't know. To introduce Rina Samayama, to get Hiroyuki Sanada in there, like come on, like these are some of the greatest action stars from all over the world. So hopefully people will go that and they'll hear these interviews and they'll go see Wong Kar-wai's Ashes of Time or In the Mood for Love. They'll go see Zhang Yimou's Hero or House of Flying Daggers, or, you know, go back and see Flashpoint or SPL with Donnie Yen and Sammo Hung, you know, so. Comme toutes les bonnes franchises d'action hollywoodiennes, c'est aussi une bonne porte d'entrée vers d'autres cinématographies incroyables dont vont s'emparer le cinéma grand public et le grand public. Et ça c'est trop bien! Alors faites-vous plaisir, allez voir John Wick 4, plongez dans la filmo de Donnie Yen, de Jackie Chan, de Buster Keaton, dans la saga Baby Cart et dans tout le reste. On vous concocte même un dossier des meilleurs rôles de Scott Adkins, alors serrez les fesses. Toujours rayon action avec un poil moins de style mais beaucoup de biscotto, on vous invite à venir voir Cliffhanger avec nous le 24 mars au Club de l'Étoile. Il y aura de quoi prendre l'apéro, un débat avec tout le monde, des questions indiscrètes et une descente en rappel de Déborah. Sinon, refrain habituel, vous pouvez nous soutenir pour qu'on continue à parler des artistes et des techniciens en leur parlant directement parfois. Vous pouvez nous soutenir avec un abonnement sur le site, abonnement qui vous donnera en plus accès à des articles bonus. Et enfin, on a désormais un podcast. Les 2 épisodes sortis sont sur Robocop et Sucker Punch, donc on reste dans le thème. Salut! Stop.